à tous et merci de votre invitation. Si on considère que les mots reflètent l'esprit d'une époque, on peut penser que le mot transition parle de la nôtre. Il est prononcé quotidiennement par les défenseurs de plus en plus nombreux et à juste titre de l'écosystème. Il est utilisé pour analyser les mouvements de libération démocratique. Il est même prôné par les start-upers, les économistes. Il est à la fois entendu aux confins des potagers et en même temps fait l'objet des colloques universitaires les plus pointus. Il est même inscrit sur une plaque ministérielle du 7e arrondissement. Ce consensus, cet unanimisme nous inviterait plutôt à la défiance, voire à la méfiance, comme si transition avait remplacé développement durable, un terme qu'on a usé jusqu'à la corde à force de le mettre à toutes les sauces. Alors quand la Fédération nationale des Scots m'a proposé de faire le papier introductif que vous retrouvez dans votre sac en coton bio, je l'espère, il y a eu comme un moment d'hésitation, un moment de vertige, et je me suis lancé dans la littérature relative à la transition, et finalement je me suis retrouvé comme Bill Murray, dans ce film que vous avez peut-être vu de Sofia Coppola, Bill Murray, qui respire l'intelligence et qui finalement se demande ce qu'il fait dans cet hôtel au Japon, même si lui, et je ne veux pas vous spoiler le film si vous l'avez vu, a la chance de rencontrer très vite Scarlett Johansson, ce qui ne m'est pas arrivé moi hier dans mon hôtel. Pour définir un terme, eh bien, on le prend par la racine, donc on va voir d'un point de vue les racines latines de ce mot. Et transition viendrait à la fois transire, qui est aller au-delà, le dépassement, et puis transitio, qui est le passage. Et finalement, vous allez voir que ces deux mouvements, c'est-à-dire la question du changement et la question du passage d'un état à un autre, vont être le fil rouge et le conducteur de l'ensemble de notre voyage en transition. Alors ce grand passage, au départ, et ça fait écho avec la lucidité de Cyril Dion, et René Char disait « la lucidité, c'est la blessure la plus proche du soleil ». Le grand passage au départ et les transits au Moyen-Âge, ce sont des cadavres, ce sont ces sculptures. Vous avez ici le Cristo Velato, que vous verrez à Naples, si vous avez la chance d'y aller en train et pas en avion. Cette figure finalement du transit, c'est l'état du passage de la vie à la mort. Et puis pour être plus positif, on parle aussi des transits amoureux, du transit amoureux, qui est cet état de vertige finalement que l'on retrouve, y compris dans la définition du mot transition. Et finalement, probablement que les transitions donnent le vertige à nos politiques territoriales. Comment ce mot est apparu sur une période récente? Dans les années 20, on parle de la transition démographique. Si vous vous rappelez de vos cours de géographie, c'est le passage d'un régime démographique traditionnel, avec une mortalité, une fécondité haute, à un régime démographique dit moderne, avec une fécondité et une natalité basse. Le texte réapparaît à nouveau en 1972 dans le rapport Meadows. Le rapport Meadows, c'est celui du Club de Rome. C'est celui qui nous dit, qui insiste sur la nécessité de la transition d'un modèle de croissance à un équilibre plus global et plus respectueux des grands équilibres de la planète. Et puis il y a une initiative, une parution en 2006 qui marque finalement un nouvel âge des transitions. C'est le manuel de la transition de Rob Hopkins. Rob Hopkins, c'est un Anglais qui est professeur de permaculture. On y reviendra sur la permaculture en quelques mots. Et puis prenons conscience finalement de l'épuisement de notre système. Il propose une méthode visant à la relocalisation, d'abord d'un point de vue énergétique, mais ensuite c'est étendu à bien d'autres domaines, la relocalisation et la production de nos consommations, et notamment énergétiques. Et il écrit ce manuel, et il considère que le local est à la fois le problème et la solution des défis majeurs que nous avons à affronter. Et à partir de ce manuel, on compte aujourd'hui 1400 communautés de par le monde qui s'affirment comme étant des territoires en transition. Peut-être en avez-vous sur vos territoires respectifs. Et là, avec Rob Hopkins, on rentre dans une nouvelle dimension des transitions. La transition n'est plus seulement un mouvement et un passage d'un état à l'autre, mais c'est une méthode pour l'action. C'est une transformation du réel avec un mode d'emploi.
Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'examiner assez rapidement, évidemment, les transformations qui sont à l'œuvre sur le territoire, sur nos territoires. Et j'en ai identifié 7, il aurait pu en avoir 15, il aurait pu en avoir 3. On a considéré que le jeu des 7 familles était quelque chose qui était beaucoup plus utilisé. Première transition, la transition démographique à l'œuvre. Alors on a en tête évidemment l'image de gauche, le surpeuplement, les 2 milliards d'humains en plus que nous nous apprêtons à accueillir d'ici 2050 et selon un rapport de l'ONU très bref, dont 1 milliard qui vont naître dans des bidonvilles. Donc la transition démographique, c'est évidemment ça. Et puis dans nos pays riches, la transition démographique, c'est plutôt l'image de droite. C'est la promesse de cette jeunesse qui dure, avec un pouvoir d'achat qui permet, vous voyez, d'envoyer des billets en l'air, etc. Évidemment, le fait qu'en 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans interpelle nos politiques territoriales. Les interpelle selon deux modalités. À la fois la question de l'équipement du territoire, quel maillage de l'offre de soins quand aujourd'hui les forces poussent à les concentrer, quelle politique d'équipement, quelle politique de déplacement, quelle politique d'habitat les territoires sont susceptibles de porter. Mais là aussi, le fait que finalement nos taux de natalité vont baisser, puisque les personnes en âge de procréer vont être de moins en moins nombreuses, votre croissance démographique va de plus en plus reposer sur le solde migratoire. Et là, on revoit la question finalement de l'attractivité des territoires et de l'attractivité des territoires envers une population spécifique qui sont les seniors, qui va venir interroger les politiques publiques et les schémas de cohérence territoriaux en premier lieu. On parle de mobilité dans les territoires. La deuxième transition que je vous propose d'examiner, c'est la transition mobilitaire. C'est Hartmut Ross, un philosophe et sociologue allemand qui a finalement défini les 3 accélérations qu'on a connues depuis les 30 Glorieuses. Une accélération technique, on a gagné de la vitesse. Cette vitesse, elle ne nous a pas fait gagner du temps, elle nous a fait consommer de l'espace, un élément qui est important à avoir en tête. Une accélération sociale, avec des modes de vie qui ont changé plus vite et qui se succèdent dans nos vies. Et puis une accélération généralisée qui fait que l'espérance de vie a augmenté moins vite que le possible que nous offrent les territoires, et ce sentiment permanent et cette même tension permanente de manquer de temps. Et face à cette accélération généralisée, eh bien, depuis les années 80, de plus en plus de voix s'élèvent pour prôner le ralentissement, qui est le versant décroissant finalement économique, mais appliqué aux mobilités. Vous avez les mouvements slow food, slow travel, slow cities qui ont émergé dans les années 90. Vous verrez les références et le lien sur l'étude via Internet dans Planète Scott, mais Vincent Kaufmann, qui est un spécialiste des mobilités, sociologue de l'EPFL de Lausanne, a travaillé sur 3 scénarios pour la SNCF, avec l'hypermobilité. L'hypermobilité, c'est toujours plus vite, c'est l'accélération, c'est l'hyperloop, c'est ce rêve futuriste en 13 minutes, on reliera par exemple Orléans à Paris. Et puis, à l'extrême, la proximobilité. La proximobilité, c'est les courtes distances, donc un maillage territorial différent, et puis le partage. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous mettre cette petite image à droite, parce qu'aujourd'hui, le partage des mobilités, ça c'est très graphique, c'est très joli, mais c'est un cimetière de vélos en Chine. C'est tout le free floating quand ils ne sont plus sur les trottoirs, à encombrer les trottoirs, mais en fait ils sont dans d'immenses décharges en Chine. Quand on parle de transition mobilitaire, il y a un élément que Cyril Dion a abordé aussi, c'est aussi les mouvements de population liés au réchauffement climatique, et c'est la problématique des réfugiés climatiques. L'ONU considère qu'il y aura plusieurs dizaines de millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2030. 2030, c'est demain. Mais les réfugiés climatiques, ce n'est pas seulement une question mondiale. Nous avons nos propres réfugiés climatiques sur le territoire national. La question de la gestion du trait de côte, la question de la résilience et donc du retour après la crue. Peut-être que les canicules, si elles se multipliaient, vont aussi nous donner l'idée de déplacement de population. Et je vous rappelle que les grands gagnants de la vague des seniors étaient plutôt la Côte d'Azur jusqu'à maintenant. À voir à l'avenir si la Côte d'Azur est toujours la terre d'élection de futures classes dominantes. La troisième transition, très rapidement, vous la connaissez, la transition numérique. La transition numérique est-elle hors de contrôle ?
Oui, il y a des efforts faits sur l'infrastructure. La fracture numérique a jusqu'à présent été entendue sur la question de l'infrastructure et de l'accès. Aujourd'hui, on a 90% des ménages français qui ont accès à Internet. La question des usages, la question de l'utilisation du numérique comme interface démocratique reste encore balbutiante. Vous trouverez également dans Planète Climat le renvoi vers une étude de l'ADEME aussi qui nous interroge sur l'impact environnemental et énergétique de ce déploiement tout azimut du numérique. Je vous donne juste un chiffre qui est dans le papier, mais chaque heure dans le monde, 9 milliards de mails sont échangés, et un mail, c'est un poids énergétique qui aujourd'hui est comptabilisé, et j'aurais pu faire le malin en vous le citant, mais comme je ne m'en rappelle plus, vous le retrouverez évidemment dans l'étude de l'ADEME. J'ai parlé des civic tech, ça nous renvoie à la transition démocratique. J'en profite pour vous présenter les dessins de Fabien Merel, qui est un artiste tourangeau, qui expose actuellement à Tours et qui m'a très gentiment autorisé à utiliser son œuvre pour quelques-unes des transitions. La transition démocratique, d'habitude, on l'utilise pour le passage d'un régime politique autoritaire à un régime politique démocratique. Évidemment, on n'en est pas tout à fait là, mais pour autant, on sent bien aujourd'hui que notre système représentatif n'est plus suffisant et appelle à être complété, voire parfois substitué, avec un système plus agile, plus direct, en un mot, plus participatif. Le grand débat du printemps 2019, le concours Lépine des conseils citoyens, des aînés, des jeunes, de quartiers, etc., qui maillent l'ensemble des territoires, les interventions et les actions de désobéissance civile ou de zones à défendre qui se systématisent, tout ça nous parle du besoin de revivifier finalement le dialogue sur le territoire. Et cette demande finalement d'engagement dans la proximité de la décision, finalement c'est une question territoriale. C'est-à-dire que la transition démocratique, c'est probablement un art de faire local qu'il nous faut inventer. La transition alimentaire, deux sens. Cyril Dion nous a dit qu'il fallait diviser par 4, grosso modo, notre consommation de protéines animales. La transition alimentaire, c'est ça, c'est le passage d'une alimentation carnée, une alimentation végétale, considérant que la production de protéines animales mobilise beaucoup plus de ressources en eau et en espace que la production de protéines végétales. Mais la transition alimentaire, c'est aussi habiter à côté de son assiette. C'est une attente sociale extrêmement forte aujourd'hui. On compte 1600 AMAP dans le pays, ça doit changer tous les jours, donc c'est des chiffres de l'année dernière. Et je trouve que la question de la transition alimentaire, elle est très symbolique de la manière dont on gère les territoires. Ça ne pose plus la question des zones A agricoles dans le PLUI ou de la manière dont le SCOT va sanctuariser des terres agricoles. Évidemment, il faut continuer à le faire. La transition alimentaire, c'est au profit de qui, au service de quelle production sont mobilisées ces terres agricoles. Et vous voyez qu'on passe d'une posture de planification, c'est-à-dire de gestion par la règle, à une posture de processus d'activation, de mobilisation du foncier, d'accueil de jeunes producteurs s'il y a des candidats, d'aide à l'accompagnement d'entreprises, finalement de considérer que le maraîcher bio ou permaculteur devient une pépite pour un territoire. Je rappelle simplement que 75% des Françaises déclarent prêts à consommer au maximum des aliments produits chez eux. La transition énergétique, évidemment, c'est celle, c'est la bataille première, c'est celle que M. Hopkins pose comme pierre angulaire des transitions territoriales. La transition énergétique, on en parle beaucoup, je ne vais pas beaucoup développer. La vraie question, c'est comment un territoire peut être une autorité organisatrice de l'énergie, là où les réseaux et les régulateurs sont nationaux. Et ça, aujourd'hui, il faut bien avouer que malgré les impératifs, finalement, à devenir des territoires producteurs d'énergie renouvelable, toutes les clés ne sont pas aux mains des collectivités locales. Et puis enfin, la transition écologique. Donc on a vu la transition démographique, mobilitaire, numérique, démocratique, énergétique et les transitions écologiques, avec cette image qui nous parle de quoi? Qui nous parle de la mise sous tension des ressources,
On est dans l'ère de l'Anthropocène. L'Anthropocène, qu'est-ce que c'est? C'est celle où l'homme et les activités humaines sont devenus une force géologique en tant que telle, c'est-à-dire qu'ils agissent sur la biosphère de telle sorte que les dérèglements et la crise climatique est non seulement devant nous, mais elle est déjà en marche. Ne voyez aucune allusion politique à ce terme-là. On parle de nouveau régime climatique. C'est Bruno Latour qui nous parle du nouveau régime climatique. Et la transition écologique, c'est finalement celle comme l'anneau, c'est celle qui les réunit toutes. La transition écologique, elle nous parle d'énergie, elle nous parle de mobilité, elle nous parle d'alimentation, elle nous parle de la manière de prendre des décisions ensemble, elle nous parle aussi de nos modes de vie. Qu'est-ce qu'on fait de ces 7 transitions dans nos SCOT? Parce que c'est quand même ça l'idée. Et je sens bien que désormais l'éléphant a changé de perchoir et que c'est vous qui vous sentez écrasé par l'ensemble des transformations à l'œuvre. Peut-être que les transitions, c'est le moyen de questionner à la fois le sens et la manière dont on construit un projet de territoire. Je m'explique. Nous sommes aujourd'hui dans une cascade de poupées russes qui sont héritées des années 60, donc la LOF, loi d'orientation foncière, date de 1967. Alors il y a eu beaucoup de lois depuis, mais finalement l'architecture reste la même. Et si les transitions étaient la chance pour le territoire de réinventer à la fois sa manière de produire une feuille de route collective, la manière de produire une feuille de route collective, et de ne plus être à l'ombre portée des politiques de rang supérieur. Poussons un cran plus loin. Et si ces transitions plurielles convergeaient dans une transition territoriale? Et je vous invite à faire un pas supplémentaire. Et si le SCOT était le catalyseur de cette transition territoriale? Et ce SCOT, quelle allure pourrait-il avoir? C'est finalement un SCOT qui se débarrasserait de ses oripeaux normatifs, qui serait à la fois plus stratège et opérationnel, à la fois plus prospectif et ancré. Rob Hopkins et la permaculture nous ont appris que les transitions appellent de l'action, de l'expérimentation, plutôt que les règles d'un fascicule général, par exemple, ou ce genre de choses. C'est le droit à l'expérimentation et la capacité à faire qui doivent être mobilisés. Qu'est-ce que ce serait ce SCOT qui se réancre? Ça serait un SCOT qui se repolitise au sens qui recrée un débat public autour des enjeux qu'il traite. Finalement, c'est de redonner une assise démocratique au SCOT. Et quiconque aura vu le registre d'une enquête publique d'un schéma de cohérence territoriale verra qu'on est très loin de cette assise démocratique. Un SCOT qui se réancre, ou un permascot, c'est aussi un SCOT qui organiserait le dialogue avec les parties prenantes et les acteurs du territoire. C'est-à-dire que c'est la capacité, finalement, à détecter les initiatives et à les mettre en réseau pour augmenter les synergies. Exactement comme un permaculteur choisit les espèces végétales qu'il met les unes à côté des autres parce qu'elles se renforcent. Quiconque aura assisté à une réunion des personnes publiques associées d'un SCOT verra à quel point on est très éloigné de ces synergies.